La Chine est en train de bouleverser les règles de la construction. Imaginez un immeuble de 10 étages entièrement assemblé en moins de 29 heures. Pas une simple structure métallique, pas une maquette destinée à impressionner les caméras, mais un véritable bâtiment avec ses murs, ses fenêtres, ses canalisations, ses câbles électriques et ses balcons déjà installés. Puis imaginez une tour de 57 étages élevée en seulement 19 jours ou encore un bâtiment de 26 niveaux achevé en un peu plus de 5 jours. Ces chiffres semblent impossibles. Pourtant, ces immeubles existent et des milliers de personnes y vivent ou y travaillent déjà. Le plus étonnant est que l'homme à l'origine de cette révolution n'était ni architecte ni entrepreneur du bâtiment. Pendant des années, il fabriquait de grands systèmes de climatisation. Ce n'est qu'après avoir vu les conséquences d'un séisme dévastateur qu'il a commencé à remettre en question la manière dont le monde construit ses villes. Mais cette méthode d'assemblage modulaire n'est qu'une partie de l'histoire. Ailleurs en Chine, une autre entreprise utilise des machines gigantesques capables d'imprimer des murs, couche après couche, presque comme une imprimante dépose de l'encre sur une feuille. Deux technologies radicalement différentes poursuivent donc le même objectif, construire plus vite, avec davantage de précision et moins de déchets. Mais une question demeure. Comment des bâtiments montés à une vitesse aussi spectaculaire peuvent-ils être solides sûrs et conçus pour durer? La réponse est bien plus surprenante que leur vitesse de construction. Pourquoi l'industrie mondiale hésite-t-elle à les adopter? Zhang Yue n'était pas un constructeur. Pendant l'essentiel de sa carrière, il dirigeait Broad Group, une entreprise spécialisée dans les grands systèmes de climatisation destinés aux immeubles, aux centres commerciaux et aux complexes industriels. La société prospérait, les commandes augmentaient, et rien ne semblait devoir pousser cet entrepreneur vers le secteur du bâtiment. La construction appartenait, pensait-il, à un autre monde. Puis survint le mois de mai 2008. Dans la province chinoise du Sichuan, un séisme d'une magnitude de 8 nœuds transforma des quartiers entiers en champs de ruines. Près de 70 000 personnes perdirent la vie. Des écoles remplies d'enfants, des hôpitaux accueillant des patients et des logements familiaux s'effondrèrent parfois presque instantanément. Les murs de béton censés protéger leurs occupants devinrent soudain une menace mortelle. En regardant les images à la télévision, Zhang Yue resta obsédé par une question. Pourquoi tant de bâtiments relativement récents avaient-ils cédé aussi brutalement? À ses yeux, le problème venait en partie du comportement même du béton. Ce matériau supporte efficacement la compression, mais il se déforme peu lorsqu'il est soumis à de fortes secousses. Quand les contraintes dépassent certaines limites, il peut se fissurer puis perdre rapidement sa capacité à porter la structure. L'acier, au contraire, peut fléchir davantage avant de rompre à condition que l'ensemble soit correctement conçu. La plupart des spectateurs auraient éprouvé de la tristesse avant de reprendre leur vie quotidienne. Zhang Yue choisit une autre voie. Il mobilisa ses ingénieurs, ses ouvriers, ses usines et une partie importante des ressources de son entreprise autour d'un seul objectif, imaginer une manière différente de construire. Il voulait une méthode rapide, résistante et indépendante du béton coulé directement sur le chantier. Au lieu de commencer par les habitudes du secteur, il repartit de questions élémentaires. Que doit réellement accomplir un bâtiment? Il doit rester debout, protéger ses occupants, offrir un environnement confortable et conserver ses performances pendant longtemps. Tout le reste pouvait être repensé. Broad Group recruta alors des spécialistes venus de l'aéronautique, de l'industrie automobile et de la production en série. Ces profils savaient fabriquer des objets complexes en usine, avec des mesures répétables, des contrôles précis et une qualité constante. L'objectif n'était plus d'améliorer légèrement la construction traditionnelle, mais de la remplacer par un véritable système industriel. Les premières années furent difficiles. Certains assemblages se brisèrent, des concepts prometteurs sur le papier échouèrent pendant les essais et plusieurs solutions durent être abandonnées. Pourtant, Zhang Yue continua. Il avait vu ce que pouvait provoquer un bâtiment mal conçu. Lorsque son système finit enfin par fonctionner, il ne s'agissait pas d'une simple amélioration. C'était une nouvelle manière de fabriquer des immeubles. Désormais, chaque composant pouvait être préparé à l'abri des intempéries vérifiées avant son expédition et reproduit avec la même précision. Le chantier ne serait plus un atelier improvisé, mais le dernier maillon d'une chaîne de production moderne et contrôlée. Le principe paraît presque enfantin. Au lieu de construire un immeuble élément après élément sur un terrain vide, Broad Group fabrique d'abord presque toutes ses parties dans une usine.
puis les transportent jusqu'au chantier pour les assembler. L'image la plus simple est celle d'un gigantesque jeu de Lego. Chaque module est préparé à l'avance. Chaque raccord est mesuré et chaque pièce est conçue pour s'emboîter avec les autres sans improvisation. L'usine de Broad Group occupe une surface immense organisée autour de lignes d'assemblage, de postes de soudage, d'ateliers de peinture et de zones de contrôle. Les ouvriers y fabriquent des sections de bâtiments dont les dimensions rappellent celles de grands conteneurs. Pourtant, ces modules ne sont pas de simples cadres métalliques. Lorsqu'ils quittent l'usine, les murs sont déjà terminés, les fenêtres installées, les câbles électriques intégrés, les conduites d'eau raccordées et dans certains cas, les balcons déjà fixés. Autrement dit, ce qui arrive sur le chantier ressemble davantage à une pièce presque habitable qu'à un élément brut. Il ne reste pas à attendre que le ciment sèche à protéger les travaux contre la pluie ou à coordonner pendant des semaines des équipes qui interviennent les unes après les autres. Des grues soulèvent les modules, les placent à leur niveau définitif, puis des ouvriers les relient à l'aide de boulons de broche et de connexions en acier. Cette organisation transforme profondément le contrôle de la qualité. Dans la construction traditionnelle, une grande partie du travail est réalisée à l'extérieur, dans des conditions qui changent chaque jour. La précision peut dépendre de la météo, de la fatigue des équipes ou de la coordination entre plusieurs métiers. En usine, les opérations sont répétées dans un environnement stable. Chaque section suit le même processus, subit les mêmes vérifications et n'est expédiée qu'après validation. Cette différence est essentielle. Le chantier cesse d'être le lieu où l'on fabrique le bâtiment. Il devient l'endroit où l'on assemble des composants déjà achevés. Les erreurs peuvent donc être détectées avant l'arrivée sur site et les séquences de montage peuvent être planifiées comme dans une chaîne automobile avec moins d'attente, de reprises et de matériaux perdus inutiles. Broad Group voulut démontrer que son système n'était pas seulement convaincant sur le papier. Dans la ville de Changsha, l'entreprise installa des caméras autour d'un chantier et filma l'assemblage complet d'un immeuble résidentiel de 10 étages. Les fondations avaient été préparées auparavant. Le chronomètre démarra lorsque le premier module fut descendu du camion. 3 grues travaillèrent presque sans interruption. Les sections arrivèrent selon un ordre précis, furent tissées, alignées puis verrouillées. 28 heures et 45 minutes plus tard, le dernier élément du dernier étage était fixé. En moins de 29 heures, la structure de 10 niveaux était assemblée. La vidéo se propagea rapidement sur Internet. Des millions de personnes la regardèrent souvent plusieurs fois. Certains professionnels y virent l'avenir de la construction. D'autres parlèrent d'un coût publicitaire impossible à reproduire à grande échelle. Broad Group choisit de ne pas répondre par des discours. L'entreprise préféra construire plus haut, plus grand et encore plus vite. Après l'immeuble de 10 étages, Broad Group décida de prouver que son système pouvait dépasser le stade de la démonstration spectaculaire. Le projet suivant changea complètement d'échelle. Baptisé Mini Sky City. La nouvelle tour comptait 57 niveaux et atteignait environ 204 mètres de hauteur. Elle devait accueillir près de 800 appartements, des bureaux pour plusieurs milliers de personnes, ainsi que des commerces dans les étages inférieurs. Comme pour le premier bâtiment, les éléments principaux furent fabriqués en usine, transportés par camion, puis assemblés sur place. Mais cette fois, l'enjeu n'était plus seulement de battre un record de vitesse. Il fallait démontrer qu'une méthode modulaire pouvait fonctionner sur une véritable tour urbaine avec des logements, des espaces professionnels et des équipements complets. L'assemblage dura 19 jours. À titre de comparaison, un gratte-ciel de cette taille exige normalement de nombreux mois et souvent plusieurs années entre le début du chantier et son achèvement. Sur le site, environ 1200 ouvriers travaillèrent selon un rythme parfaitement organisé. Les camions arrivaient en continu. Les grues soulevaient les modules, puis les équipes les alignaient, les fixaient et passaient immédiatement au niveau supérieur. Chaque jour, plusieurs étages supplémentaires apparaissaient. Plus de 90% du bâtiment avait déjà été préparé avant d'arriver sur le chantier. Les travailleurs ne fabriquaient donc pas les murs, les sols ou les réseaux techniques, ils assemblaient des sections déjà équipées. Cette distinction explique une grande partie de la rapidité observée. Le système réduisait également les besoins logistiques. Selon le récit de Broad Group, Mini Sky City aurait évité des milliers de livraisons de béton. Cela signifiait moins de camions dans les rues, moins de ciment mélangé sur place, moins d'attente pendant le séchage et moins de nuisances autour du chantier.
La vitesse visible cachait donc une réorganisation beaucoup plus profonde de toute la chaîne de construction. Avant ce projet, beaucoup considéraient les bâtiments modulaires comme une solution adaptée aux maisons aux écoles temporaires ou aux immeubles de faible hauteur. Après Mini Sky City, cette limite devint plus difficile à défendre. Des promoteurs, des ingénieurs et des responsables urbains commencèrent à examiner sérieusement cette méthode. Broad Group poursuivit alors avec un autre projet, une tour de 26 étages assemblée en un peu plus de 5 jours avec seulement une centaine de travailleurs présents sur le site. Une équipe assez réduite pour tenir dans quelques autobus venait d'élever un bâtiment plus haut que la majorité des immeubles résidentiels. À ce stade, personne ne pouvait encore nier la vitesse. Mais une question devenait inévitable. Un bâtiment monté en quelques jours pouvait-il vraiment être aussi sûr qu'un bâtiment construit pendant plusieurs années? Et surtout, accepteriez-vous de dormir au 20e étage d'une tour achevée en moins d'une semaine? La réponse allait déplacer le débat vers la résistance des structures. La vitesse attire immédiatement l'attention, mais elle ne suffit pas à convaincre. Après les premiers records de Broad Group, la question la plus importante n'était plus de savoir combien de jours il fallait pour monter une tour. Il fallait comprendre si ces bâtiments pouvaient réellement résister au temps, aux charges quotidiennes et surtout au séisme. Le système repose sur une structure en acier beaucoup plus légère qu'une construction massive en béton. Cette réduction du poids limite les efforts transmis aux fondations et diminue les forces d'inertie qui apparaissent lorsque le sol se déplace. Cependant, la légèreté ne signifie pas automatiquement qu'un bâtiment est plus sûr. Tout dépend de la conception des poutres des colonnes, des contreventements et des connexions entre les différents modules. La différence essentielle apparaît dans la manière dont les matériaux réagissent sous une forte contrainte. Le béton résiste très bien à la compression, mais il reste relativement fragile lorsqu'il est soumis à des déformations importantes. Une fois fissuré au-delà de certaines limites, il ne retrouve pas sa forme initiale. L'acier peut lui se déformer davantage avant la rupture. Pendant un tremblement de terre, cette ductilité permet à une structure correctement calculée de fléchir, d'osciller et de dissiper une partie de l'énergie au lieu de céder brutalement. Les liaisons boulonnées entre les modules jouent alors un rôle comparable à celui des articulations d'un corps. Elles doivent transmettre les charges tout en autorisant des mouvements contrôlés. Si elles sont bien dimensionnées, fabriquées avec précision et régulièrement inspectées, elles peuvent empêcher qu'une défaillance locale provoque l'effondrement progressif de l'ensemble. Broad Group affirme que ces bâtiments sont conçus pour supporter des séismes extrêmement puissants et évoque une résistance pouvant aller jusqu'à une magnitude de 9. Le récit original mentionne également une durée de vie théorique d'environ 1000 ans. Ces chiffres doivent toutefois être compris comme des objectifs de conception et des déclarations techniques car la longévité réelle dépendra toujours de l'environnement de la corrosion, de la qualité de l'entretien et des modifications apportées au bâtiment au fil des générations. Le système possède néanmoins un avantage difficile à ignorer, il peut être démonté. Comme les modules sont assemblés principalement par des connexions mécaniques, certaines sections peuvent être séparées, transportées et éventuellement réutilisées. À la fin de leur service, les éléments en acier peuvent aussi être fondus et transformés en nouveaux produits. Broad Group affirme que cette méthode réduit de plus de 90% les déchets produits sur le chantier. Moins de béton cassé, moins de bois jeté, moins de chutes dispersées et moins de camions chargés de gravats. La fabrication en usine permet également de calculer plus précisément les quantités nécessaires et de récupérer les matériaux inutilisés. Ainsi, le véritable intérêt de cette technologie ne réside peut-être pas seulement dans un immeuble monté en quelques jours. Il se trouve dans la possibilité de construire des structures plus légères, contrôlées industriellement démontables et potentiellement recyclables. La vitesse impressionne le public, mais pour les ingénieurs et les villes, la sécurité, la maintenance et l'impact environnemental pourraient escompter bien davantage. Pendant que Broad Group empilait des modules d'acier à Changsha, une autre entreprise chinoise explorait une méthode encore plus surprenante. Winsun ne cherchait pas à assembler des pièces préfabriquées avec des grues. Son idée consistait à imprimer des bâtiments. Le principe ressemble à celui d'une imprimante classique. Une machine suit un fichier numérique et dépose un matériau ligne après ligne. Mais ici, l'équipement possède les dimensions d'un atelier industriel. Au lieu d'encre une buse, extrude un mélange à base de ciment auquel peuvent être ajoutés certains matériaux recyclés provenant de déchets de construction.
Couche après couche, le mur prend forme selon les instructions du modèle informatique. Winsun a notamment affirmé avoir produit 10 maisons en une seule journée. Cette démonstration a attiré l'attention parce qu'elle semblait réduire radicalement le temps nécessaire à la réalisation de la structure. Toutefois, il faut distinguer l'impression des murs de l'achèvement total d'un logement. La toiture, les ouvertures, les installations électriques, la plomberie et les finitions peuvent encore nécessiter des opérations supplémentaires. Même avec cette nuance, le gain potentiel reste considérable. Le principal avantage vient de la précision. La machine dépose seulement la quantité de matériaux programmés, ce qui peut limiter les chutes et réduire les besoins en main-d'œuvre sur le chantier. Winsun avance également une baisse importante des coûts de matériaux par rapport aux méthodes traditionnelles. Le résultat exact dépend naturellement du projet, du mélange utilisé du transport et du niveau de finition recherché. La construction imprimée offre aussi une souplesse inhabituelle. Pour modifier la disposition d'une maison, il n'est pas nécessaire de reconstruire toute la chaîne de production. Il suffit d'ajuster le fichier numérique. Une façade courbe, un mur ondulé ou un angle complexe ne demande pas forcément davantage de travail à la machine qu'une paroi droite. Là où une forme originale imposerait normalement des coffrages coûteux et de nombreuses heures de travail, manuel l'imprimante suit simplement une trajectoire différente. Cette approche permet aussi de conserver une trace numérique de chaque élément, de répéter rapidement un modèle validé et d'adapter les dimensions sans fabriquer de nouveaux moules, rapprochant ainsi le bâtiment des méthodes de production automobile. Cette capacité ouvre plusieurs possibilités. Dans les régions où le logement reste trop cher, l'automatisation pourrait contribuer à réduire certains coûts. Après une inondation, un séisme ou une tempête, des équipements mobiles pourraient produire rapidement des éléments destinés à des abris. Dans des zones rurales où les professionnels qualifiés sont rares, quelques opérateurs, un fichier numérique et une alimentation régulière en matériaux pourraient remplacer une équipe beaucoup plus importante. Broad Group et Winsun utilisent donc des procédés presque opposés. L'un fabrique des pièces complètes en usine avant de les boulonner sur place. L'autre construit les formes couche après couche à partir d'un modèle numérique. Pourtant, leur logique profonde est identique. Retirer autant que possible la fabrication du chantier ouvert, rendre les opérations contrôlables, répétables et précises, puis réduire les erreurs et les déchets dès la conception. C'est cette transformation industrielle, plus encore que les machines elles-mêmes, qui pourrait redéfinir la construction. Le monde manque de logements. Selon le récit original, il faudrait déjà construire environ 100 millions de nouvelles habitations pour répondre aux besoins actuels, et ce déficit continue d'augmenter. Dans de nombreuses villes, la population croît plus vite que l'offre immobilière. Les loyers montent, les listes d'attente pour un logement abordable s'allongent et des familles disposant pourtant d'un emploi stable restent incapables d'acheter ou même de louer un logement adapté. Dans le même temps, les coûts de construction progressent. Le prix des matériaux, du transport de l'énergie et du financement pèse sur chaque projet. À cela s'ajoute une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Aux États-Unis, par exemple, l'âge moyen des ouvriers du bâtiment dépasse 40 ans, tandis que trop peu de jeunes rejoignent les métiers manuels pour remplacer ceux qui partent à la retraite. C'est précisément dans ce contexte que les méthodes modulaires et automatisées deviennent stratégiques. La technologie n'existe plus seulement dans des laboratoires ou dans des présentations futuristes. Des bâtiments produits en usine sont déjà occupés et des structures imprimées ont été testées dans plusieurs projets réels. L'enjeu n'est donc plus de savoir si ces systèmes peuvent fonctionner, mais jusqu'où ils peuvent être déployés. Le marché mondial de la construction modulaire était estimé à environ 95 milliards de dollars en 2025. D'après les projections citées dans le script, il pourrait dépasser 175 milliards de dollars d'ici 2034. L'Asie représenterait près de 45% de ce marché, porté par l'urbanisation rapide, les investissements publics et la nécessité de livrer des logements plus vite. La Chine joue naturellement un rôle majeur, mais elle n'est pas seule. Singapour utilise largement la préfabrication pour certains programmes de logement public. Le Royaume-Uni soutient financièrement des initiatives de construction en usine. Le Japon et la Corée du Sud développent également leurs propres systèmes industrialisés adaptés à leurs normes, à leurs contraintes foncières et à leurs risques sismiques. Les gouvernements s'intéressent à ces méthodes parce qu'elles promettent des délais plus courts, une qualité plus homogène et moins de perturbations autour des chantiers.
Elles peuvent aussi faciliter la réalisation de grands programmes de logement d'école ou d'hôpitaux lorsque le temps et la main-d'œuvre manquent. Pourtant, malgré cette croissance et ces investissements, la majorité du monde continue à construire comme il y a plusieurs décennies. Le problème ne vient plus seulement des machines. Il se trouve dans les règlements, les habitudes industrielles, les intérêts économiques et la peur de changer un système connu. Le véritable obstacle n'est plus la capacité des machines. Il se trouve dans les règles, les habitudes économiques et les risques que chaque acteur cherche à éviter. Dans la plupart des pays, les codes du bâtiment ont été rédigés pour le béton, la brique, le bois et les méthodes traditionnelles. Ils décrivent la manière de calculer, d'inspecter et d'autoriser ces structures, mais couvrent mal les tours composées de modules d'acier fabriqués en usine ou les murs produits par impression. Adapter ces normes exige des essais, des certifications, des réunions techniques et souvent des années de négociation. Même lorsqu'un système fonctionne, il doit convaincre les autorités, les assureurs, les banques et les promoteurs. Un projet peut donc être assemblé en quelques jours tout en restant bloqué pendant des mois par les permis et le financement. Les chaînes d'approvisionnement existantes constituent un autre frein. Les producteurs de ciment, les transporteurs, les loueurs de matériel et les entreprises spécialisées dépendent du modèle actuel. Ils ont investi dans des usines, des camions, des équipements et des compétences adaptées à cette organisation. Une transformation rapide menacerait une partie de ces investissements. Les promoteurs restent également prudents. Une méthode nouvelle peut promettre des économies, mais si elle rencontre un problème technique, juridique ou commercial, les pertes peuvent être élevées. Beaucoup préfèrent donc employer une solution plus lente, mais connue des banques et des acheteurs. La question de l'emploi est sensible. La construction modulaire réduit le nombre d'ouvriers nécessaires sur le chantier. Elle crée des postes dans les usines, la robotique, la conception numérique et le contrôle qualité, mais elle peut supprimer certaines tâches traditionnelles. Une transition crédible doit donc prévoir la formation des travailleurs et pas seulement vanter les performances des machines. Broad Group avait envisagé une tour qui aurait compté parmi les plus hautes du monde. Elle ne fut jamais lancée non parce que l'ingénierie était absente, mais parce que les permis, les règles et les systèmes financiers n'étaient pas prêts. Voilà le paradoxe. Nous savons parfois construire très vite, mais nous ne savons pas encore décider financer et autoriser avec la même rapidité. L'histoire commence avec un entrepreneur spécialisé dans la climatisation bouleversé par les images d'un séisme meurtrier. Elle se poursuit avec une usine capable de transformer des immeubles en ensembles de modules achevés, puis avec une autre entreprise qui utilise des imprimantes pour créer des murs à partir de fichiers numériques. Ces méthodes ne promettent pas seulement de construire plus vite. Leur ambition consiste à déplacer la construction vers un système industriel davantage de précision, moins de déchets, moins d'opérations improvisées sur le chantier et un meilleur contrôle de la qualité. Les bâtiments modulaires peuvent être démontés, déplacés ou recyclés. L'impression 3D peut réduire certains besoins en coffrage, adapter les formes et produire des éléments complexes sans multiplier les étapes manuelles. Mais aucune technologie n'efface les contraintes. Tous les projets ne se prêtent pas à la préfabrication ou à l'impression. Les performances annoncées doivent être vérifiées indépendamment. Les structures doivent être entretenues, les normes adaptées et les travailleurs formés à de nouveaux métiers. Construire en quelques jours ne suffit pas si les permis, le financement et la confiance du public restent bloqués pendant des années. La transformation du secteur dépendra donc moins d'une machine que de la capacité des villes, des ingénieurs et des institutions à organiser cette transition. Une question demeure. Si l'on vous proposait de vivre dans une tour assemblée en moins d'une semaine, accepteriez-vous d'y emménager? Dites-nous ce qui vous rassurerait ou au contraire ce qui vous ferait hésiter. Et si ce type d'innovation vous intéresse, abonnez-vous pour découvrir la prochaine technologie qui pourrait changer notre manière d'habiter.